Merci. J'ai reçu de Monsieur Christian Jacob et des membres du groupe UMP une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Monsieur Alain Chrétien pour une durée ne pouvant excéder 30 minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission. Mes chers collègues, l'examen de ce collectif budgétaire s'inscrit dans un double contexte. Il intervient d'une part, une semaine après la dégradation de la note souveraine de la France par l'agence Moody's, et d'autre part, quelques semaines après l'examen d'une loi de finances pour 2013 qui va augmenter la charge fiscale de 20 milliards d'euros sur les Français et sur les entreprises. À ce stade de la discussion, j'aimerais rétablir deux vérités. Tout d'abord, la dégradation de la note par l'agence Moody's ne sanctionne pas une politique passée, mais sanctionne l'absence de projet politique et l'absence de réformes structurelles. D'ailleurs, c'est un signe si l'agence Moody's a attendu 6 mois avant de se prononcer, alors qu'elle aurait pu le faire bien plus tôt. Elle a attendu 6 mois pour savoir comment le nouveau pouvoir appréhendait le contexte économique et, après analyse, elle s'est rendue compte que cette note ne tenait plus et que l'absence de volonté de réforme structurelle devait être sanctionnée et que ce nouveau pouvoir ne méritait pas le triple A que Moody's avait jusqu'à présent donné à la France. La deuxième vérité que je souhaite rétablir ce soir, c'est ces fameux faibles taux de financement dont le gouvernement actuel se targue. Ces faibles taux ne sont pas dus à une confiance exceptionnelle qui serait tombée du ciel sur ce nouveau gouvernement. Ce faible taux qui est constaté partout en Europe est dû à l'absence de demande. Les milliards qui sont actuellement stockés dans les banques ne trouvent pas preneur. C'est ainsi que le prix de l'argent baisse de mois en mois, et aucunement en raison d'une hypothétique confiance qui aurait pu être donnée à ce gouvernement. Donc n'allez pas trop vite dans cette analyse un peu trop flatteuse que vous faites de l'évolution des taux d'intérêt. À première vue, ce projet de loi de finances rectificative va dans la bonne direction. Nous pensons notamment au volet antifraude, dont nous partageons les objectifs, sans pour autant en partager tous les moyens. C'est la raison pour laquelle le groupe UMP a déposé plusieurs amendements de suppression d'articles visant à supprimer les dispositions à effet rétroactif. Le caractère rétroactif a d'ailleurs une certaine habitude dans les politiques socialistes, puisqu'on se rappelle d'une certaine suppression des exonérations d'heures supplémentaires qui devaient au départ s'appliquer dès le 1er janvier 2012. Toutefois, les intentions du gouvernement ne semblent pas claires sur certaines mesures. S'agit-il d'une volonté réelle de réduire les abus ou s'agit-il seulement de mesures de rendement fiscal? Nous le verrons bien dans la discussion budgétaire. De fait, nous pouvons nous interroger sur la cohérence générale de la politique budgétaire menée par le gouvernement pour atteindre l'engagement de la France de ramener son déficit public à 4,5% de PIB. Vous avez débuté le quinquennat en supprimant la TVA compétitivité en juillet dernier pour finalement annoncer une augmentation 4 mois plus tard. Cette TVA compétitivité, comme l'a rappelé Gilles Carrez, consistait en une hausse modérée du taux normal de TVA. Mais la contrepartie était une baisse conséquente des charges pesant sur les entreprises de l'ordre de 11 milliards d'euros. 4 mois plus tard, vous souhaitez augmenter la TVA, mais en faisant peser l'effort sur les produits et services concernés par le taux réduit de TVA, en le faisant passer de 7 à 10%, c'est-à-dire justement sur les produits et les services qui sont par nature non délocalisables, comme le disait Gilles Carrez. Il aurait d'ailleurs été préférable de l'augmenter sur le taux normal, qui lui frappe les importations, plutôt que d'augmenter substantiellement le taux intermédiaire qui concerne les secteurs protégés et non délocalisables. J'ai l'impression de revenir à la discussion du printemps dernier, même si je n'étais pas à cette tribune. C'est malheureux de perdre autant de mois pour des vérités si éclatantes. De même, le crédit impôt compétitivité emploi, le dispositif initialement prévu dans le cadre d'un pacte de compétitivité, ne sera introduit que par voie d'amendement en séance, et nous n'en avons pris connaissance que parce que Gilles Carrez en a fait la demande lors de l'examen de la Commission des finances. Cette méthode illustre le malaise vis-à-vis de ce dispositif, malaise du gouvernement vis-à-vis de sa majorité, un peu comme si ce dispositif était annoncé de manière un peu honteuse de la part du gouvernement
par rapport à une majorité qui n'est pas si favorable à ce dispositif qui a fait les éloges de Christian Eckert tout à l'heure. Nous sommes dans l'ensemble favorables au dispositif tel que proposé, bien qu'il n'ait d'ailleurs fait l'objet d'aucune étude d'impact, mais à condition qu'il ne soit assorti d'aucune contrepartie dans son attribution. Nous ne connaissons encore pas le contenu, puisque ce sera un amendement, et on nous dit déjà qu'au mois de janvier, il y aura des conditions, ce sera du donnant-donnant, des contreparties devront être exigées aux entreprises, un peu comme si ce crédit d'impôt compétitivité-emploi allait être mort-né, et qu'une belle annonce allait être faite en décembre, et que cette annonce allait être annihilée par toutes les caractéristiques restrictives qu'il allait être imposées au début de l'année 2013. Le président du groupe SRC à l'Assemblée a même d'ailleurs indiqué qu'il n'était pas question d'introduire des conditions dans l'attribution du crédit d'impôt compétitivité-emploi. Je ferme les guillemets. Alors qu'y croire ? Nous sommes dans une impréparation, une improvisation ou un flou. Est-il voulu ? Est-il subi ? Est-ce une stratégie pour amadouer la majorité ? Nous le verrons bien dans les jours qui viennent. J'ajoute que ce crédit d'impôt reste une maigre réponse au regard du rapport gallois qui préconise un véritable choc de compétitivité en transférant une partie significative des charges sociales jusqu'à 3,5 SMIC, soit 30 milliards d'euros, vers la réduction de la dépense publique et le relèvement de certains taux intermédiaires de TVA. Là aussi, nous avons une grande divergence sur le montant des salaires qui devront être concernés par cette disposition. Nous souhaiterions monter jusqu'à 4 SMIC, alors que vous le réservez aux bas salaires, alors que les bas salaires disposent déjà de beaucoup d'allègements qui sont déjà plutôt efficaces. De même, ce crédit d'impôt ne répond pas à l'urgence de notre situation économique et à ce qu'attendent les entrepreneurs. Alors qu'il devrait s'appliquer dès le 1er janvier 2013, il n'entrera pas en vigueur avant 2014. Où est l'urgence de l'emploi ? Où est l'urgence de l'activité économique ? Puisque vous préférez prendre votre temps, laisser du temps au temps, comme aurait dit un de vos illustres prédécesseurs. Et pourtant, vous partagez comme nous, du moins je l'espère, le même constat sur la situation d'urgence dans laquelle se trouve notre économie. Enfin, inutile de vous dire, mes chers collègues, que nous sommes très loin du compte. Alors que ce crédit d'impôt devrait coûter 20 milliards d'euros, où sont les 10 milliards d'euros de baisse de dépenses publiques censés financer pour partie ce crédit d'impôt ? Où sont les 4,5 milliards d'euros de fiscalité dite écologique annoncés par le président de la République pour compléter le financement de ce crédit d'impôt ? Nous ne les trouvons pas. Nous attendons donc impatiemment là où vous allez trouver ces 10 milliards et là où vous trouverez ces 4,5 milliards d'euros supplémentaires. D'autant que globalement, le maintien de l'objectif de la France de ramener son déficit public à 4,5% du PIB n'est plus garanti dans la mesure où la recapitalisation de Dexia alourdira bien le déficit budgétaire de l'État, qui atteindra 86,2 milliards fin décembre contre 83,6 comme attendu jusqu'ici. Mais pour atteindre l'objectif de 4,5%, vous allez une fois de plus faire appel à la hausse de la fiscalité applicable aux entreprises. Nous y voyons l'occasion de souligner l'étouffement croissant des entreprises face aux prélèvements fiscaux. La France compte ainsi 153 taxes et prélèvements pesant directement ou indirectement sur l'entreprise, alors que l'Allemagne n'en compte que 55. Il en résulte que, hors impôt sur les sociétés, ce sont 72,7 milliards d'euros de taxes pesant sur les entreprises. Le Conseil des prélèvements obligatoires a d'ailleurs indiqué que les prélèvements sur les entreprises représentent 39% des prélèvements obligatoires du pays, soit 10 points de plus que la moyenne de l'Union européenne. Ainsi, la France va devenir le pays le plus taxé d'Europe, avec un taux de prélèvement de 46,3%, plus que la Suède, qui est à 44,2%. Seul le Danemark nous dépasse avec 48,2%. Monsieur le ministre, nous ne mettons pas en cause votre volonté de redresser les comptes publics, ni de tenir la promesse de réduire le déficit public à 3% du PIB en 2013. Mais nous en contestons absolument les modalités pour y parvenir. Le choc fiscal permanent, qui s'apparente davantage à une purge fiscale, et le manque de réforme de structure vous mènent droit dans une impasse. Là aussi, on nous dit que les partenaires sociaux sont en train de se réunir. Là aussi, on nous dit que des mesures conséquentes seront prises dans les mois qui viennent. Quand ? Comment ? Là aussi, on nous dit qu'il faut laisser le temps au dialogue social de s'installer. Mais où est le caractère d'urgence lorsque les mois passent et que nous attendons tous ces réformes de structure et que nous ne voyons toujours rien venir ? Là aussi, nous avions espéré, dans ce PLFR numéro 3, numéro 4, cette année, voir enfin quelque chose
de cet acabit, eh bien aujourd'hui nous ne voyons toujours rien dans les réformes de structure, peut-être dans les mois qui viennent. Et 6 mois après l'élection présidentielle, il n'est plus temps de se défausser sur Nicolas Sarkozy. Au moment où la zone euro entre en récession et que le chômage explose, au moment où il faudrait proposer de véritables réformes de structure, au moment où il faudrait alléger la fiscalité des entreprises en compensant à due concurrence par de la baisse de la dépense publique, le gouvernement fait le choix inverse en adoptant un budget 2013 dont les effets récessifs ne tarderont pas à se faire sentir. Et le tout sans véritablement réduire les dépenses publiques, puisque les dépenses de l'État, hors charge de la dette et hors pension, stagneraient ou stagneront en valeur, sans refaire la démonstration de Gilles Carrez sur l'évolution de la masse salariale. Il y a sans doute des maires dans cet hémicycle qui savent très bien que c'est très difficile de maintenir la masse salariale sans réduire le nombre de fonctionnaires dans la collectivité publique. Le système est exactement le même au niveau de l'État, et il y a là aussi une contradiction lorsque des députés votent une disposition et qu'en tant que maire, ils font exactement l'inverse dans leur collectivité locale. Ce n'est d'ailleurs pas tant les conséquences qui résultent de la perte du AAA par l'agence Moody's qui doivent inquiéter que le constat sévère dressé par l'ensemble des agences et des institutions internationales au sujet de la France, FMI compris. Loin d'améliorer ou d'alléger le mode de fonctionnement de l'État-providence, le choc fiscal l'alourdit en réduisant l'âge de la retraite de quelques-uns, en remettant en question la révision générale des politiques publiques, honnie par tant de socialistes ici et qui finalement se mettra aussi en place dans d'autres ministères que celui de l'Éducation nationale, le plus préoccupant étant sans doute qu'avec une telle politique fiscale, sans lueur d'espoir pour nos entrepreneurs, le pays risque de connaître plusieurs années de croissance molle, voire de stagnation. Dans ces conditions, il suffit de se projeter un minimum pour considérer que les prévisions de croissance du gouvernement, tablant sur 2% par an à partir de 2014, c'est le programme de François Hollande, censé permettre un retour à l'équilibre budgétaire en 2017, nous paraissent dès à présent hors de portée. Les prévisions des économistes pour 2013 sont d'ores et déjà inférieures aux 0,8 retenu dans le projet de loi de finances du 28 septembre, de sorte que le déficit public peinera à revenir à ses 3% de PIB, malgré les 30 milliards d'économies et de recettes fiscales annoncées. Et ce n'est pas le crédit d'impôt compétitivité emploi proposé dans ce collectif et dont on nous dit que l'attribution sera conditionnée dans 3 mois qui risque d'inverser la donne. De fait, votre gouvernement ne semble toujours pas avoir trouvé une issue. Au lieu de prôner un vrai choc de compétitivité, il préfère jouer les comptables. Rien encore sur le marché du travail, rien sur la simplification administrative et réglementaire, rien sur la compétitivité des entreprises. Quand proposerez-vous de véritables réformes de structure ? Et pourtant, nous partageons tous ce constat. L'économie française souffre de 2 problèmes de fond qui entravent sa compétitivité. L'érosion des marges des entreprises qui freine leur développement et le niveau trop élevé des charges patronales et salariales. Confrontées à une fiscalité écrasante, mais aussi à une concurrence croissante, les entreprises françaises, notamment dans le secteur industriel, ont été conduites à rogner leurs marges pour pouvoir conserver des prix compétitifs. Selon les chiffres de l'INSEE, les marges de l'industrie manufacturière ont baissé de plus de 20% ces 15 dernières années, alors qu'elles progressaient de 7 points en Allemagne. Il en résulte un écart grandissant entre la France et ses voisins en matière d'autofinancement et de capacité des entreprises à investir en recherche et développement. Le fait que l'ensemble des hausses d'impôts se concentrent sur les entreprises est un facteur de perte de compétitivité supplémentaire. Le choc fiscal de 20 milliards va même faire plonger la France dans la récession. Au regard de ces considérations, lorsque nous entendons le rapporteur général nous dire qu'il y a une surréaction des chefs d'entreprise face au matraquage fiscal qu'ils s'apprêtent à subir, nous sommes en droit de nous interroger sur la façon dont il perçoit le monde de l'entreprise. Lorsque nous entendons à nouveau, lors de la dernière discussion budgétaire, monsieur le rapporteur général nous indiquer que pour l'accès au label de Jeune Entreprise Innovante, JEI, il est déjà pris en compte le montant des dépenses qui servent d'assiette au calcul du crédit impôt recherche et pas seulement la nature, alors que le bulletin du 16 septembre 2011 de la Direction de la législation fiscale indique exactement l'inverse, en ne prenant en compte que la nature des dépenses, nous sommes en droit de nous interroger sur la volonté du gouvernement d'aider les JEI qui ont été incités pendant des années à investir et à travailler avec des laboratoires publics de recherche et des universités. On voudrait décapiter les entreprises innovantes que l'on ne s'y prendrait pas autrement. En réalité, de quoi parlez-vous lorsque vous évoquez les chefs d'entreprise ? Un entrepreneur prend des risques, paye beaucoup de charges et crée des emplois. On oublie trop souvent de le dire. À cet égard, ce n'est pas en adoptant une taxation à caractère confiscatoire pour l'entrepreneur et dissuasif pour l'investisseur que nous pourrons les soutenir efficacement. Autrement, pour eux,
Le changement, c'est effectivement maintenant, mais ce n'est pas celui qu'ils attendaient. La confusion entre capital spéculatif et capital productif semble également être à l'ordre du jour. Vous prétendez corriger notre système fiscal au motif qu'il serait inégalitaire et ferait payer moins payer les revenus du capital. Or, toujours le Conseil des prélèvements obligatoires a estimé en mai 2011 que notre système fiscal est devenu plus progressif depuis 1990. Quant aux revenus du capital, ils sont, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques, presque autant imposés que les revenus du travail. C'est donc un faux problème, un faux sujet, et plutôt un slogan politique qui ne sert que pendant les campagnes électorales. Il y a quelques semaines, le Premier ministre avait déclaré « Si vous pensez que la compétitivité, c'est l'allègement des charges, vous ne connaissez pas le dossier. » Fermez les guillemets. Eh bien, nous sommes heureux que la présentation du rapport Gallois ait permis de rétablir la vérité. C'est ce que nous défendons, celle de redonner de la compétitivité à nos entreprises pour qu'elles maintiennent ou retrouvent des parts de marché, du chiffre d'affaires et donc de l'emploi. Comment retrouver de la compétitivité sans réduire le coût du travail ? Et alléger le coût du travail, ce n'est pas baisser les salaires, mais répartir autrement les recettes qui financent notre modèle social. En somme, mes chers collègues, ce collectif ne répond pas aux questions les plus urgentes. Il n'apporte pas de réponse à la nécessaire diminution de la dépense publique. Il n'apporte pas de réponse sur les nécessaires réformes en matière de compétitivité, alors que le rapport Gallois lui en fournissait la matière. Il prétend améliorer la compétitivité des entreprises avec la mise en place d'un fameux crédit d'impôt compétitivité emploi, mais dont le dispositif ne sera introduit que par voie d'amendement, au dernier moment et en séance. Et enfin, ce collectif confirme surtout la mise en œuvre incohérente d'une politique fiscale qui abroge la TVA en compétitivité en juillet pour l'augmenter à nouveau en décembre. C'est pour toutes ces raisons, mes chers collègues, que ce projet de loi de finances rectificatif ne saurait être examiné dans l'état, dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir en réponse à cette motion ? Monsieur le président de la Commission des finances.